Alors l'été est là, les feux de la Saint-Jean vont s'allumer ce soir et je vous emmène en Normandie, à Honfleur, précisément à la rencontre d'Eugène Boudin dont nous célébrons le 200e anniversaire de la naissance. On a tous en mémoire ces vues de plage, souvent de petits formats, mettant en scène des femmes élégantes dans de robes agitées par le vent. Cela fait partie de l'imaginaire de cette blondeur normande qui ravit les estivants et qui fascine les habitués. C'est la seule région de France à avoir des lumières si changeantes et des ciels si vivants. Eugène Boudin naît le 12 juillet 1824 à Honfleur, rue Bourdet. Son père, Léonard, né en 1789, était mousse sur un brûlot dès l'âge de 11 ans. Et puis il devient pêcheur, s'aventure jusqu'à Terre-Neuve, en revient, épouse Marie-Félicité Buffet et s'installe au Havre, au 51 Grand Quai. Il devient matelot sur le Français, un des premiers navires à vapeur qui faisait la jonction entre le Havre et Honfleur. Et Marie-Félicité travaille comme femme de chambre sur plusieurs bateaux, dont le Normandie, qui transporta les cendres de Napoléon Ier entre Cherbourg et Val-de-la-Haye, à 3 lieues au-dessus de Rouen. Alors le petit Eugène n'a jamais navigué au long cours et sa carrière de marin fut assez brève. Certes, il fut mousse à l'âge de 10 ans sur le Polichinelle, ça ne s'invente pas. Il ne passe qu'une année à l'école des Frères du Havre et entre comme commis chez Joseph Morland, éditeur-imprimeur, place de la Comédie. Il intègre ensuite la maison de papeterie d'Alphonse Lamal, rue des Drapiers. Sans instruction, il crayonne tout le temps. Et un jour, Lamal le surprend et pour l'encourager, lui offre une première boîte de couleurs. À 18 ans, Boudin quitte son patron et s'associe avec un autre employé, un certain Hacher, puis crée une maison de papeterie au 18 de la rue de la Communauté. Les deux compères ont l'excellente idée de proposer en vitrine des tableaux, dessins et aquarelles de peintres de passage. Ainsi, exposent-ils et vendent-ils des œuvres de Millet. Le peintre du futur Angélus était un inconnu, réduit à faire des dessins dans plusieurs genres pour se nourrir. On peut voir au musée de Rouen et de Lyon des portraits d'officiers de marine datant de cette année-là. Parmi les clients de la papeterie, Courbet, et bientôt Oscar Monet, qui s'appellera Claude Monet, natif du Havre, évidemment. Le Havre, vous pouvez nous écouter d'ailleurs sur 88.2, je ferme la parenthèse. Alors, encouragé pour avoir vendu 2 dessins à 100 sous chacun, Boudin sort, croque dans les rues et sur les ports des attitudes, des poses. La nature ne cesse de l'émerveiller, de lui dicter les formes et les mouvements. Il arrive à Paris en 1847 et pris en protection par le baron Taylor, inspecteur des Beaux-Arts, à la faveur de la Révolution de 1948. Nathalie Loiseau, bonjour. Vous êtes la directrice du musée Eugène Boudin à Honfleur. Oui, bonjour. Alors l'exposition que vous consacrez pour le bicentenaire d'Eugène Boudin a commencé en avril. La fréquentation est bonne ? Oui, très bonne. On est plutôt content. On a des retours très sympathiques de la part des usagers. Quelle est la ligne conductrice de votre exposition ? Alors l'idée, c'était dans le cadre de Normandie impressionniste et de la célébration des 150 ans de l'impressionnisme. Et puis, donc, comme vous l'avez dit, du bicentenaire de la mort d'Eugène Boudin, de resituer à travers... De la naissance, pardon, de la naissance d'Eugène Boudin, de resituer l'influence qu'aura eu Eugène Boudin sur ses pairs à travers cette exposition. Voilà. Oui, alors on va retrouver les amis, on va retrouver Monet, on va retrouver Courbet, on va retrouver Millet. Vous avez eu le prêt d'Orsay de cette formidable toile de Claude Monet qui s'appelle La Charrette sous la neige. Oui, nous avons eu beaucoup de chance d'obtenir ce prêt. Il dit beaucoup pour les Honfleurais et puis pour l'histoire du musée. En fait, cette toile est l'objet d'études de Claude Monet depuis plusieurs années. En fait, il est déjà sur place depuis 1865 et il peint régulièrement cette route enneigée qui symbolise, qui présente la ferme Saint-Siméon, donc lieu dans lequel il est amené à être hébergé très régulièrement et qui est le creuset d'amitié artistique et littéraire qui se joue à Honfleur à ces moments-là. Alors il peint en plein air, il est sous la neige. Le 9 octobre 1868, Léon Billot écrit dans le journal du Havre, je cite, « Une seule fois, nous l'avons vu, nous l'avons aperçu. C'était en hiver, pendant quelques jours de neige, il faisait un froid à fendre les cailloux. Nous apercevons une chaufferette, puis un chevalet, puis un monsieur emmailloté dans 3 paletots, les mains gantées, la figure à moitié gelée. C'était monsieur Monet, étudiant
un effet de neige. Alors en effet, le tableau représente la ferme Saint-Siméon sous la neige. L'hiver 1866 avait été particulièrement rude. Monet s'installe sur la route de Honfleur à Trouville, et les effets picturaux font écho aux qualités qu'il a pu observer chez Boudin, justement. C'est-à-dire que la neige immobilise en ses cristaux les reflets du ciel, donnant une infinité de nuances au blanc de la terre, aux confins du céleste. On pense bien sûr à la Pie, qui sera peinte l'année suivante. Oui, tout à fait. Alors, cette anecdote de Monet, n'hésitant pas à braver les éléments pour s'installer et peindre sur le motif, est récurrente. Il y a aussi une anecdote au bord de la falaise du Tretat où il aurait failli tomber. Donc, on savait que ce Monet était tellement inspiré et tellement pris par son observation des éléments de la nature qu'il pouvait rester comme ça, figé pendant des heures, pris par sa volonté de peindre dans le motif. Alors, après, Pardon. Oui, allez-y. C'est une des premières séries que Monet va faire, en fait. Donc, elle est aussi importante dans sa pratique picturale, puisque ça va être le premier élément qui va être pris maintes et maintes fois, et c'est la ferme Saint-Siméon, et donc c'est aussi très important pour ça, ce tableau. On va y revenir à la ferme Saint-Siméon. Autre copain, Gustave Courbet, il est né en 1819, et il vient au Havre en 1841, et se confronte à la mer et à ses immensités. Alors, à partir de 1857, il séjourne régulièrement en Normandie, précisément à Deauville, chez le comte de Choiseul. Il y invite d'ailleurs Boudin et Monet à dîner. Regardez son rivage normand. On a un tiers bas qui est occupé par le sable encore mouillé de la mer qui se retire, et les deux autres tiers qui sont laissés au ciel. Des nuages bas et gris épousent l'horizon, tandis que la lumière bleue éclaire des nuages blancs suspendus et clairs. C'est un très beau tableau qui fait partie des collections permanentes du musée Eugène Boudin de Honfleur. Oui, on a choisi ce tableau aussi pour l'affiche parce qu'en fait, Boudin va rencontrer Gustave Courbet en 1859. De cette amitié-là de cette rencontre va naître une amitié très forte qui aura deux conséquences. La première, ça veut dire que Courbet va influencer et assurer Boudin de son talent. Donc en fait, ça va être une rencontre très importante pour Eugène Boudin, puisqu'il va vraiment prendre conscience de son talent à travers le regard de cet artiste qui est déjà très reconnu. Et la deuxième, c'est qu'en fait, Courbet va s'attacher à peindre les ciels de manière résolument différente à partir du moment où il a rencontré Eugène Boudin et son art. Alors la place des 2 tiers, 1 tiers affectés au ciel est une caractéristique de l'art d'Eugène Boudin. Tout à fait. Si on regarde ce pêcheur à Villerville, à marée basse, c'est un tableau qui date de 1862. On voit des bateaux au loin, d'autres sur la droite qui reposent sur le sable, une barque qui accoste, tirée par un jeune homme de dos, légèrement excentré, car le centre de la toile est comme un trou d'air et de lumière duquel semble s'échapper le ciel dans son immensité. Oui, tout à fait. Enfin, et sur le dynamisme des nuages aussi, en fait. Parce que ce qui est intéressant aussi dans le travail de Boudin, ça va être de capter l'instant, de capter la lumière et les mouvements du nuage dans le ciel. Et c'est cette particularité-là aussi que va chercher à reproduire après Courbet dans sa manière de peindre les ciels. Alors Monet en devient fou, il écrit à Frédéric Bazy, « Ici mon cher, c'est adorable et je découvre tous les jours des choses toujours plus belles. C'est à en devenir fou, tellement j'ai envie de tout faire, la tête m'en pète. D'aujourd'hui juste, j'ai encore 1 mois à rester à Honfleur. Du reste, voilà mes études qui se terminent. J'en ai même remis d'autres en train. En somme, je suis assez content de mon séjour ici, quoique mes études soient bien loin de ce que je voulais. » C'est ce qu'il écrit en 1864. Et alors, ce qui était patent dans l'exposition, Nathalie Loiseau, de votre musée Eugène Boudin, c'est cette toile, le clocher de Sainte-Catherine, qui est signée en bas à gauche, Claude Monet, et c'est un cachet d'atelier apposé après le décès du peintre par son fils Michel, qui y voyait une peinture inachevée. Oui. C'est une anecdote intéressante parce qu'en fait, elle permet de lier tout l'intérêt et toute la reconnaissance artistique qu'avait Claude Monet pour Eugène Boudin. En fait, l'histoire de cette toile est rigolote puisque c'est au décès de Claude Monet que son fils fait une évaluation des œuvres dans le fond d'atelier. Et en regardant cette toile, il pense qu'elle est de son père et il y appose la griffe. Et il faudra attendre 2013 et la grande exposition qui aura lieu au musée Jacques-Marandré avec des recherches qui sont poussées sur ce tableau qui prouvent qu'en fait la facture est bien d'Eugène Boudin et il s'agit d'un travail non achevé. Donc on a un Boudin signé Monet. Exactement, on a un Boudin signé Monet.
Mais en tout cas, ça montre bien la symbiose entre les habits. Alors, une grande réussite de cette exposition, c'est la salle qui est consacrée à la ferme Saint-Siméon. La ferme Saint-Siméon, aujourd'hui, c'est un hôtel 5 étoiles du réseau des Relais Châteaux, où l'on savoure la merveilleuse cuisine de Mathieu Pouleur, avec entre autres un turbo, champignons et moules de Bouchot, ou un riz de veau, carottes de sable, gingembre et cumin. Et la ferme Saint-Siméon, c'était d'abord la ferme de Madame Toutain. C'était la tenancière du lieu qui proposait pour 40 francs par mois, comme le relate Jeanne Boudin dans une de ses lettres, le gîte et le couvert pour de nombreux artistes qui, parfois, sans le sou, pouvaient aussi payer en échange de tableaux ou de verres. Alors écoutons Amédée Bénus, qui est peintre, habitué des lieux vers 1860. Et je le cite, « J'allais en 1857 m'installer à Honfleur, chez la mère Toutain, que se rappelle tous les peintres qui ont séjourné plus ou moins longtemps à la ferme Saint-Siméon. C'est une auberge d'artistes située en bas de la côte de Grasse et dominant la mer. La vue y est admirable. Sous les arbres fruitiers, aux formes bières et pittoresques, tordues par les vents du large, sont disposées des tables rustiques, avec des bancs grossièrement équarris, où viennent s'asseoir le dimanche les promeneurs assoiffés qui vident force pichets de cidre. Sur la pelouse herbeuse, piaillent ou cancanent les volailles, poules, oies, canards, dindons, faisant un bruit du diable avec leurs gloussements variés. En semaine, les artistes y étaient à cette époque, les maîtres et les chevalets se dressaient de tous côtés, garantis du soleil par les blancs parasols. Combien depuis plus de 40 ans sont venus faire des études dans ce délicieux endroit retenu de longs mois par la modicité du prix et l'aménité de la bonne Madame Toutain envers ses pensionnaires. Quelle ambiance! Oui, ambiance festive et de camaraderie, qui est d'ailleurs, c'est un lieu qui est aussi reconnu comme étant un lieu de bohème. Très rapidement, en fait, en 1865, Alfred Devaux dédie un article dédié au lieu de bohème en France à la ferme Saint-Siméon. Et c'est assez intéressant de voir qu'en fait, ce lieu de rassemblement des artistes devient un lieu de promotion de la bohème, qui est une nouvelle manière de penser son rapport à l'art, à la société, de manière très affirmée et en dehors de tout académisme. Alors vous avez eu la très bonne idée d'accrocher une peinture de Louis-Alexandre Gosset, de Guine, dit André Gilles. On dit Gilles ou Guille ? Gilles, André Gilles, intitulé « Sous les pommiers de la ferme Saint-Siméon » ou « Le peintre d'animaux à Honfleur ». Alors on y voit un peintre assis devant son chevalet, la palette à la main gauche, la main droite appliquée sur la toile. Et que peint-il ? Une vache. Une vache qui pose tel une odalisque dans le paysage qui fait face à la mer au niveau de la ferme Saint-Siméon. Et alors au centre, sur l'herbe jonchée de pâquerettes, 2 poules, ou plutôt une poule picorant et un coq qui regarde le spectateur. Et c'est le seul attachement au spectateur, c'est le coq, alors qu'on voit le peintre et qui peint la vache. Et c'est une toile très drôle, et je trouve que c'était une très bonne idée de l'accrocher dans cette salle. Oui, et puis elle permet de faire le lien aussi avec la lithographie qui se situe juste à côté et qui représente l'enseigne que André Gilles a dessinée pour la ferme, et qui représente du coup un lapin sortant d'une casserole qui est tenu par une femme qui revêt des vêtements normands et qui a un lien direct avec le cabaret de Montmartre, le lapin à Gilles. C'est aussi tous ces liens qui sont exposés au niveau de cette salle-là, c'est-à-dire qu'on sait que les artistes qui se côtoyaient dans les cercles parisiens et souvent au Montmartrais venaient du coup s'installer en bord de mer à la ferme Saint-Siméon pour continuer à explorer, à réfléchir ensemble à l'art, et puis aussi dans un esprit de franche camaraderie. Alors c'est encore à la ferme Saint-Siméon que Jeanne Boudin installe Courbet et Chane. Alexandre Chane, justement, le voilà portraituré par Léon Déhaene en fabricant de jouets dans la boutique léguée par son père. C'est un joyeux de riz au visage marqué par la farce et la bonne blague, proche du groupe des Buveurs d'eau, fondé en 1841, et c'est lui qui va inspirer Henri Murger pour le personnage de Chenard du roman des scènes de la vie de Bohème. Et puis donc, ça va être Puccini dans la Bohème. Tiens, écoutons-le.
presento, accetta li domano, a quando le lezioni risponde incominciamo. Qual fare io pappagallo, marita viva plan, poi soggiunge, poi sonare finché quello morire, e così sonai creduti lì, ma loro sai in campo di mia presenza bella, affascinai l'ancella. Gli propinai prezzemolo, l'orito largo l'ali, l'orito largo l'ali, l'orito al becco aprì, un poco di prezzemolo a sopra te morì, che il cavallo li porti tutti quanti. Ed or che fate? No, queste civarie sono la sameria, pei futuri, tenebrosi e oscuri. Pranzare in casa il P della vigilia, mentre cartellatino le sue vie, a domma di salsicelle cornie. Quando uno lezzo di fritelle in balsamare vecche strade, alle ragazze cantano contente, ed anche le coniugnano stupende. Ora qua di religione, o miei signori, si beva in casa, ma si fan si vuol. C'était le baryton britannique Harry Thatcher qui interprétait cet extrait de la Bohème de Puccini, et même au piano et sans les partenaires, le personnage de Schaunard est toujours truculent et merveilleux à écouter, et il reprend effectivement cette ambiance bohème qui était à la ferme Saint-Siméon. Vous êtes toujours avec moi, Nathalie Loiseau? Oui, toujours avec vous. Voilà, je m'en réjouis. Courbet va peindre 3 toiles, dont La vache dans une cour de ferme, et c'est au cours de ce séjour que Boudin rencontre Charles Baudelaire. Charles Baudelaire qui va examiner ses pastels et en tirer un texte pour le salon de 1859. Qu'est-ce qu'il faisait là, Charles Baudelaire? Sa mère habitait sur Honfleur, et donc il venait déjà régulièrement, et il fréquentait aussi les cercles d'amitié sur Honfleur. Cette critique est extrêmement importante pour Eugène Boudin, puisqu'elle va déjà reconnaître toute la qualité graphique de ses pastels, tout en le mettant au défi de réussir ce qu'il réussissait dans les pastels à le faire en peinture, puisque pour Baudelaire il y avait une hiérarchie des arts et que le pastel n'était nécessairement que de l'ordre de l'ébauche. Alors justement, entre les aquarelles, les pastels, les huiles sur toile, comment se partage l'œuvre d'Eugène Boudin? Il a fait énormément de pratiques d'art graphique, notamment parce que au niveau de l'aquarelle, c'était aussi des objets de commande très fortes, surtout sur ces scènes de plage. Et puis après, il a une profusion aussi du pastel qui lui permettait une étude rapide et de saisie de l'instant lorsqu'il explorait le littoral normand. Alors, on va le prendre un peu pour un peintre mondain, non? C'est parce qu'il va profiter de l'essor de Deauville pour vendre ses scènes de plage.
Oui, on lui a, enfin, alors lui-même parlait de ses petites poupées. Il a eu un rapport parfois ambigu par rapport à cette pratique-là, qui lui permettait quand même de bien vivre, et tout en étant parfois réfractaire à ce sujet-là. Mais il n'empêche qu'il va mettre en avant un nouveau genre, puisqu'on est aussi dans l'invention de nouveaux sujets à ce moment-là. Et du coup, ces scènes de plage sont aussi son faire-valoir d'une partie de son art. Il n'aura réalisé qu'un seul portrait, c'est le portrait de son père. Exact, oui. Qui est peint vers 1850. Oui. Oui. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les scènes de plage, dans la manière dont il va saisir ces personnages qui font mondanité, il va jamais chercher à faire en sorte que les gens se reconnaissent. C'est plutôt des attitudes, des instants, des gestuels, des moments pris, des captations de moments pris. Mais il n'y aura pas cette volonté de permettre à chaque personnage de s'identifier dans son œuvre. Oui, c'est ce qu'écrit Georges-Jean Aubry. Je le cite, il semble n'être guidé que par son instinct. Il lui suffit d'un trait pour évoquer une forme humaine, quelques coups de crayon, et ce sont 3 pêcheurs qui causent au bord d'un quai d'Honfleur ou de Trouville, ou des vaches impassibles dans un pré de la vallée d'Auge, où la grasse terre normande baigne dans l'air marin. Oui, merveilleuse description de son art, en fait, effectivement. Ouais. C'est en ça qu'il va beaucoup aussi influencer les générations suivantes, puisqu'il va comprendre et mettre en scène l'instinct de la touche de couleur, l'instinct de cette pose de matière qui va dessiner après derrière les formes et les toiles, enfin les sujets. Quelle a été l'influence de Constant Troyon, qui a été son maître finalement ? Alors... déjà, il lui a permis quand même d'avoir, je pense, une culture visuelle. Il a travaillé beaucoup pour lui aussi pour faire de la mise au carreau. Donc, il va avoir une manière de composer son sujet. Il va étudier avec lui la composition des œuvres, pour moi. D'accord. Et le 1/3, 2/3, c'est aussi. Ça vient de Troyon ? Oui, mais pas que. Enfin, ouais. Ça fait partie Parce que c'est vraiment systématique chez Boudin, on est d'accord. On est complètement d'accord. Mais le fait d'abaisser la ligne d'horizon, elle appartient aussi à d'autres peintres de cette époque-là. Mais oui, ce travail sur la composition et donc d'envisager du coup de laisser plus de place au ciel, donc de travailler la perspective en laissant la part belle à la lumière, c'est une des conséquences de cet abaissement de la ligne d'horizon. C'est une vraie caractéristique normande. Oui. En fait, je pense qu'on ne peut résolument pas comprendre la peinture et de Boudin, et pré-impressionniste, impressionniste, sans être venu sur le littoral normand pour avoir cette sensation-là de lumière changeante, d'atmosphère et de perception de gouttelettes d'eau presque dans l'atmosphère. Ça, c'est vraiment typiquement normand. Parce que lorsqu'on est à la ferme Saint-Siméon, on n'est plus vraiment dans l'estuaire, on n'est pas encore dans la mer. Oui, et il y a quand même une particularité au niveau de la lumière qui est un peu différente par rapport aux plages qui sont plus sur l'ouest. Oui. Je ne saurais pas à décrire, je ne suis pas une spécialiste plus que tout, mais en tout cas, il y a quand même une lumière qui est un peu plus blanche, me semble-t-il, un peu différente, liée à cette embouchure de l'estuaire. Au nord de la Touques, donc. Oui, tout à fait. Et au sud, on est dans ce que j'appelais dans l'introduction la blondeur normande, avec ses grandes étendues et ses grandes plages. Exactement. Ces grandes plages qui vont intéresser donc Eugène Boudin, il est plus intéressé par la plage estivale que par le métier de pêcheur du côté de Trouville. Oui, c'est sûr que dans le ratio de ces peintures, on se retrouve plus avec ces scènes de plage. Or, il vient de ce milieu-là, quand même. Il vient de ce milieu-là, mais il peint parfois quand même. Oui. Quelques toiles qui représentent des pêcheurs, mais c'est pas la majorité de son travail, mais il le peint quand même. Il peint cette vie qu'il y a aussi à Honfleur en quelques toiles. Mm-hmm. Et alors, il va faire construire une fabuleuse villa à Deauville. Où il va mourir. Oui, il va se faire. Il sent ses derniers jours approcher alors qu'il est à Paris. Il demande absolument à revenir sur le littoral normand. Et effectivement, ces derniers jours seront à Deauville. Et c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire parce qu'il sera enterré à Paris, au cimetière Saint-Vincent, à Montmartre. Et donc, c'est vraiment un aller-retour à Deauville, juste pour contempler une dernière fois la lumière.
Oui, c'est son attachement qu'il témoigne jusqu'à la fin. L'attachement à la Normandie, à la lumière, à ces paysages qu'il n'a cessé de peindre et d'explorer et qui se réinventaient à chaque fois sous sa palette. L'exposition dure jusqu'à quand? Jusqu'au 26 août. Donc jusqu'au 26 août, on peut venir visiter Eugène Boudin au musée Eugène Boudin à Honfleur. C'est ouvert tous les jours? Sauf le mardi. Sauf le mardi, comme tous les musées nationaux. Voilà. Bon. Et ça ouvre de quelle heure à quelle heure? C'est 9h, 13h, 14h, 18h, à partir du 1er juillet. Eh bien alors il faut aller se précipiter en Normandie. De toute façon, ça fait énormément de bien, surtout par cette très belle saison. Merci Nathalie Loiseau. Je rappelle que vous êtes la directrice du musée Eugène Boudin à Honfleur. Merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpêche, Camille Meyer, Faustine Cléry pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, je recevrai Amandine Cornette de Saint-Cyr pour son livre Au secours Sainte Rita chez Fayard. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.